Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cet acte 6 que le réseau TRISE consacre à la taxonomie européenne. Pour commencer, je dirais quelques mots du réseau et quelques mots de notre démarche. Donc, le réseau TRISE est un réseau qui regroupe une petite trentaine d'experts et de professionnels compétents dans des domaines d'activité très différents, mais qui ont tous, d'une manière ou d'une autre, un lien avec l'environnement et le développement durable, le développement soutenable, que ce soit dans des domaines scientifiques comme la biologie ou l'écologie, ou que ce soit en médecine, que ce soit sur les questions climatiques, de carbone, sur les terres agricoles, sur les forêts, sur l'immobilier, sur la finance, sur l'expertise comptable, etc. Et donc, nous mettons nos compétences ensemble pour essayer d'abord de réfléchir et puis de fournir à ceux qui nous le demandent un service qui peut être transverse et qui regroupe des gens qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui sont de qualité. Voilà, ça c'est pour le réseau TRISE. Alors maintenant, notre démarche sur la taxonomie européenne. La taxonomie européenne est un sujet dont on parle de plus en plus, évidemment, et nous a paru intéressant d'examiner, je crois que ça n'a jamais été fait, objectif environnemental par objectif environnemental, je rappelle qu'il y en a 6, ce que signifie l'application de la taxonomie aux activités concernées. Nous abordons donc aujourd'hui la question de la biodiversité des écosystèmes. Nous terminerons notre cycle la semaine prochaine, dans 15 jours, sur les objectifs environnementaux avec l'eau et les océans, et nous achèverons le cycle avec la finance dans un mois. Voilà. Et nous aurons donc une présentation très complète de l'impact de la taxonomie sur les différents objectifs environnementaux. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la biodiversité des écosystèmes. Donc je vais rapidement faire un point de droit et puis je passerai à Jérôme Baptiste, qui est un expert reconnu et extrêmement compétent dans le domaine de la biodiversité, nous parler de l'aspect plus, je dirais, scientifique du sujet. Et ce sera certainement beaucoup plus vivant que ce que je vais vous raconter moi. Alors, vous le savez, la taxonomie a une approche duale des objectifs environnementaux en positif et en négatif. Autrement dit, pour être durable, il faut s'intégrer dans un des 6 objectifs environnementaux, c'est l'aspect positif, mais pour être durable, il ne faut pas nuire de manière notable à un des autres objectifs environnementaux, c'est l'aspect négatif. Je vais donc aborder la question de la biodiversité des écosystèmes sous ce double aspect. L'aspect positif, il est défini à l'article 15 du règlement du 20 juin 2020, qui donc définit toutes les règles de la taxonomie. Il définit donc ce qu'il faut entendre par contribution substantielle à la protection et à la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Tous les mots comptent. Contribution substantielle, c'est quoi? Protection, c'est quoi? Restauration, c'est quoi? Biodiversité et écosystème, c'est quoi? Le texte précise, une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle, on répond à la première question que je viens de poser, à la protection et à la restauration de la biodiversité des écosystèmes lorsqu'elle contribue de manière substantielle à protéger, conserver ou restaurer la biodiversité, ainsi qu'à assurer le bon état des écosystèmes ou à protéger les écosystèmes qui sont déjà en bon état. Alors, de quelles activités s'agit-il? D'abord, la conservation de la nature et de la biodiversité. Il y a 2 aspects. D'une part, mettre en place un état favorable à la conservation des habitats, naturels, semi-naturels et des espèces. Deuxième élément, empêcher leur détérioration lorsqu'ils sont déjà dans un état de conservation favorable, mais aussi, troisième élément, protéger et restaurer les écosystèmes terrestres et marins et les autres
écosystèmes aquatiques afin d'améliorer leur état et de renforcer leur capacité à fournir les services écosystémiques. Donc, le premier point. Deuxième point, utiliser et gérer les terres de manière durable, notamment par une protection suffisante de la biodiversité des sols, la neutralité en matière de dégradation des terres et l'assainissement des sites contaminés. On est donc là sur les sols au sens large du terme, et je vais revenir sur ce point. Troisième élément, mettre en œuvre des pratiques agricoles durables, notamment celles qui contribuent à renforcer la biodiversité ou à enrayer et prévenir la dégradation des sols et des autres écosystèmes, la déforestation et les pertes d'habitat. Quatrième élément, gérer les forêts de manière durable, y compris par des pratiques et l'utilisation des forêts et des terrains boisés qui contribuent à améliorer la biodiversité. Et enfin, faciliter une de ces quatre activités. Pour préciser ce qu'il faut entendre par chacun de ces éléments, l'Union européenne a prévu la sortie de ce qu'on appelle des actes délégués, règlements délégués, qui sont très précis et qui, en reprenant les catégories ACE de toutes les activités économiques au niveau européen, déterminent celles qui peuvent ou pas entrer dans les différentes catégories et à quelles conditions. L'acte délégué sur la biodiversité n'est pas encore sorti, mais néanmoins, on a déjà des éléments assez intéressants de ce qu'il faut entendre par ce que je viens de dire. Le premier élément auquel je vais me référer est l'acte délégué sur le climat qui date du 6 juin 2021 et qui consacre 6 chapitres dans sa première annexe à des activités dont nous venons de parler. C'est la foresterie, avec les subdivisions boisement, réhabilitation et restauration des forêts, y compris le reboisement et la régénération naturelle des forêts après des phénomènes extrêmes, la gestion des forêts et la foresterie de conservation. Donc, tout le chapitre petit d, gérer les forêts de façon durable, je dirais que nous en avons une définition assez précise quant aux activités et à la manière dont elles doivent se faire dans le cadre du règlement délégué sur le climat. Nous avons une annexe qui est très détaillée, le texte fait plus de 200 pages quand même, et donc nous pouvons savoir un peu ce qu'il faut entendre. S'agissant des sols, je rappellerai que la directive sol est en cours d'élaboration. Elle sortira très probablement à la fin de 2022 ou au début de 2023. Et c'est un texte extrêmement attendu et par conséquent, bien sûr, les activités qui concernent le sol découleront de la manière dont ce texte fixera la politique de durabilité en matière de sol au niveau communautaire. Quant à l'agriculture, eh bien, le sujet est bien entendu abordé dans la PAC, même si malheureusement les orientations actuelles liées à la crise ukrainienne ne vont vraiment pas dans la bonne direction. Et nous avons également un texte sur ce que l'on appelle le carbon farming, qui est en cours de préparation et qui concerne les conditions de stockage de carbone par des formes d'agriculture restauratrice et conservatrice, qui donc rejoignent notre sujet. Voilà à peu près ce que je peux dire de manière un peu rapide sur la question de l'appréhension positive, en quelque sorte, de la biodiversité, des activités liées à la biodiversité et aux écosystèmes. Voyons maintenant l'aspect négatif, c'est-à-dire à quel moment le texte considère-t-il qu'il ait causé un préjudice important à un objectif environnemental et donc qu'une activité qui aurait pu être durable parce qu'elle s'intègre dans un des 5 autres objectifs de la taxonomie ne l'est plus du fait de son effet négatif notable sur la biodiversité. C'est l'article 17 du règlement qui définit ce qu'il faut entendre par préjudice important causé à un objectif environnemental en ce qui concerne la biodiversité. Il s'agit d'une activité qui est soit fortement préjudiciable au bon état et à la résilience des écosystèmes, j'insiste sur l'adverbe fortement,
c'est-à-dire que c'est quand même une protection qui n'est pas très importante puisqu'il faut vraiment que le préjudice soit fort. Un préjudice moyen ne suffit pas. En revanche, c'est simplement une activité préjudiciable, donc un effet négatif modeste suffit lorsqu'il s'agit des habitats et des espèces qui présentent un intérêt pour l'Union européenne, c'est-à-dire Natura 2000, ZPS, ZICO, etc., etc. L'appendice D de l'acte délégué du 6 juin 2021, auquel je faisais allusion tout à l'heure en ce qui concerne le climat, précise ce qu'il faut entendre par ces effets négatifs. Il établit en effet les critères génériques du principe consistant à ne pas causer de préjudice important en vue de la protection et de la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Ce texte précise une évolution de comment cela se mesure. Une évolution des incidences sur l'environnement, c'est-à-dire une étude d'impact, ou un examen a été réalisé conformément à la directive 2011 92 UE. Cette directive du 13 décembre 2011 concerne l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés. Donc, lorsqu'une étude d'impact ou une analyse a été réalisée, il faut que les mesures requises d'atténuation et de compensation pour protéger l'environnement ont été mises en œuvre. Pour les sites et opérations situés au sein ou à proximité des zones sensibles sur le plan de la biodiversité, y compris le réseau Natura 2000, les sites de patrimoine mondial de l'UNESCO et les domaines clés de la biodiversité, ainsi que d'autres zones protégées, une évaluation appropriée doit être réalisée, le cas échéant, et sur la base de ces conclusions, les mesures d'atténuation nécessaires doivent être mises en œuvre. Autrement dit, comment est-ce que ce texte applique le principe d'absence de préjudice notable? Vous devez faire une étude d'impact et ou une étude prévue par la directive 2011-92. Vous devez préciser vos mesures d'atténuation ou d'évitement mises en œuvre et de compensation, et vous devez montrer qu'elles sont mises en œuvre. Autrement dit, on n'est pas dans le domaine purement virtuel, qui ne sert à rien, on est dans un domaine de réalisation effective. En revanche, donc, voilà à peu près ce que l'on peut dire de l'état actuel de la réglementation en attendant que l'acte délégué sorte, et c'est un acte délégué, bien entendu, qui nous apportera des éléments complémentaires, de même que les autres actes délégués qui doivent sortir pour l'économie circulaire. L'Union européenne annonce ce matin un certain nombre de textes sur l'économie circulaire. Donc, je pense que l'acte délégué prévu par la taxonomie y sera concerné. Nous attendons également les textes sur ce qu'il faut entendre par pollution et nuisance. Enfin, on en a déjà une idée claire et je renvoie nos auditeurs au webinaire que nous avons consacré à ce sujet il y a maintenant un mois, je crois, c'était l'avant-dernier ou le dernier webinaire, et bien entendu celui sur l'eau. Mais je pense que les éléments que j'ai donnés de référence déjà à l'acte délégué du 6 juin 2021 et aux textes qui sont en cours de discussion permettront à tous ceux qui le souhaitent d'avoir des éléments supplémentaires. Voilà ce que je voulais vous dire quant à l'état du droit, et c'est avec un immense plaisir que je cède la parole à Jérôme Baptiste. Merci Maître pour ce rappel du droit. Bonjour à toutes et à tous. Je vais poursuivre justement en reprenant le texte de la directive du règlement, sans je ne vais pas le relire, mais je vais vous montrer mon écran et on va partir à partir d'une présentation. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça s'affiche bien? Oui, c'est bon. Ah, super, merci. Donc voilà, la directive, l'article 15, c'est pour appliquer finalement la taxonomie à la biodiversité. Elle définit deux grands critères qu'on va regarder aujourd'hui concernant l'agricole. C'est utiliser et gérer les terres de manière durable et mettre en œuvre des pratiques agricoles durables. Donc on va voir de quelle manière c'est possible ou pas.
Quels sont les freins et les avantages et les possibilités? Et derrière, qu'est-ce qu'on entend par pratique agricole durable et comment les appliquer? Parce que c'est là encore pas forcément aisé. Auparavant, je voudrais juste faire, juste sur une diapositive, un petit point d'alerte. Pour moi, la directive, elle mélange deux notions qu'il faut vraiment bien distinguer. Vous allez voir pourquoi dans la suite de mon intervention. D'abord, la biodiversité, telle que le droit l'entend, c'est-à-dire le Code de l'environnement, je vous ai mis la référence, c'est biodiversité, la diversité du vivant, la variabilité des organismes vivants. Et quand on poursuit la lecture, ça inclut les écosystèmes. Et dans les écosystèmes, que font les écosystèmes? Ils apportent des services écosystémiques, des services qui sont rendus à l'homme par la nature. Il n'y a pas que les services rendus à l'homme par la nature, il y a aussi les services rendus par la nature à la nature elle-même, mais essentiellement, dans services écosystémiques, ce qui va nous intéresser, c'est les services que la nature peut nous rendre. Et vous allez comprendre tout à l'heure, finalement, cette directive, c'est le premier pas vers l'intégration de la biodiversité dans le système économique. On commence par cibler les activités qui le respectent ou pas, pour ensuite, quelque part, à terme, et on y va, l'ensemble de la société civile commence à y aller, vers la valorisation de cette biodiversité. Et donc, il faudra se poser ce problème-là aussi tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on entend par gestion agricole durable? Premier réflexe, c'est de se dire, quand on parle de gestion agricole, on parle bail rural, on parle activité agricole. Et là-dessus, on rentre directement sous le coup du Code rural, dont beaucoup de dispositions sont d'ordre public. Et tout d'abord, celles liées au bail. Et liées au bail rural, l'article 411-1 du Code rural de la pêche maritime, il précise que toutes les dispositions à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole tombent sous son coup, sous son joug. Et le même code, dans son article 311-1, définit ce que c'est qu'une activité agricole. C'est toute activité qui concerne un cycle végétal, un cycle biologique, végétal ou animal, donc c'est extrêmement large, ou même constituant une étape nécessaire au déroulement de ce cycle. Ça veut dire que dès lors qu'on se trouve, pour faire simple et un peu caricatural, en campagne, l'utilisation d'une terre tombe, si ce n'est pas forestier, sous le coup agricole et du bail rural, et du code rural. Ce qui fait, à titre complémentaire, qu'aujourd'hui, on a probablement plus des 4/5 des terres qui sont exploitées via un bail rural dépendant du code rural. Ceci, c'est probablement d'ailleurs sous-estimé parce que les analyses, en général, considèrent que quand le père ou la mère détient un fonds et le met à la disposition du fils, ou de la fille, c'est considéré comme propriété, ce qui est faux. On tombe directement, quand on lit le code rural, sous le coup d'un bail. Or, la structuration est très rigide du code rural ne permet que dans un seul cas de garantir des pratiques agricoles en faveur de l'environnement. C'est au travers de l'insertion de clauses dites environnementales. Je profite pour faire passer un message. Vous entendez sans doute parler par extension, par vulgarisation de bail rural, bail environnemental. C'est pas ça. C'est un bail rural avec clause environnementale. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs possibilités, plusieurs types de baux ruraux. Il faut d'abord choisir son bail rural, dont va dépendre tout un tas de fonctionnements sur le très long terme, et ensuite on y insère des clauses environnementales. Alors, la liste, elle est réduite. Il y a 16 clauses possibles qui sont censées améliorer la gestion au quotidien agricole au profit de l'environnement. Cette liste est très limitative et finalement elle enferme les possibilités. Mais ça, c'est, je dirais, conforme au code rural et à l'esprit du code qui est de bien tout structurer. Cette liste, bon, vous pourrez la retrouver, hein, c'est le R411-9-11-1 du code rural. Vous verrez que c'est vraiment très particulier. C'est à la fois limitatif et en même temps c'est très général. Donc ça ne garantit pas forcément une action vraiment en faveur de la biodiversité. Vous avez par exemple une clause qui dit qu'on peut inclure dans un bail rural l'ouverture d'un milieu embroussaillé. C'est peut-être contradictoire parce que le milieu embroussaillé peut être très riche en biodiversité.
et c'est vraiment à la mode, on va le voir tout à l'heure, on parle aussi de techniques de travail du sol. Donc, c'est écrit comme ça, mais ça ne veut rien dire. On pense tout de suite aux techniques de culture simplifiée du sol, qui sont la technique de sans labour, qui est censée enrichir en carbone et respecter mieux la vie du sol. On parle aussi de l'application du cahier des charges de l'agriculture biologique. Or, quand on regarde ce cahier des charges, et là, je vais peut-être tordre le cou à une idée reçue et faire hurler plusieurs personnes, plusieurs auditeurs, mais l'agriculture biologique n'est pas forcément un gage de respect de l'environnement. Et oui, vous avez tout à fait légal, réglementaire, on va dire plutôt, la possibilité en agriculture biologique d'utiliser des pesticides dits naturels, mais qui sont extrêmement nocifs. Vous avez les pyréthrinoïdes, la pyréthrine, qui est un insecticide qui tue tout, les abeilles, tout ce qu'on veut. Et pourtant, c'est employable tout à fait normalement par l'agriculture biologique. Donc, vous voyez que c'est largement imprécis. Il faut, si on veut vraiment agir en protection de l'environnement, compléter ces clauses, et c'est l'esprit de la loi d'ailleurs, elle donne un grand thème, mais il faut les compléter et les préciser dans le bail rural, au risque finalement d'être totalement inefficace. Je vous donne un exemple très concret. Le code rural dit vous pouvez inclure des clauses de respect de l'environnement qui fixent les modalités de récolte. Quand on a dit ça, on n'a rien dit. Modalité de récolte, on pense directement à la fauche tardive et ou centrifuge. Ça veut dire qu'on va faucher tardivement la prairie, par exemple, le temps d'assurer le cycle naturel des animaux. Mais il faut le préciser. Un exemple que je vous mets sur la diapositive, ben voilà toutes les choses, par exemple, à préciser dans un bail pour avoir une efficacité en fonction d'un but écologique souhaité et voulu. On précise la date de fauche. Et elle est très importante parce qu'elle peut réduire de manière drastique l'utilisation par l'agriculteur du terrain. Donc, si on veut une compatibilité, on peut la marquer par exemple du 1er juillet au 15 septembre, mais c'est très handicapant déjà pour un agriculteur. Un agriculteur, il peut faucher dès mai. On interdit le broyage, évidemment. Les produits de la fauche, on les exporte ou pas? Ça peut s'entendre, on peut très bien les laisser en place, avec un risque peut-être d'impact sur la flore et la faune, avec un effet pourrissement peut-être, mais aussi enrichissement du sol. Au contraire, on exporte, on va favoriser le regain, donc la repousse. Donc c'est un choix en fonction des essences qu'on veut favoriser. La fauche, elle doit être centrifuge, du centre vers la périphérie pour faire fuir les animaux. Et on choisit un des schémas contractuels. Vous voyez, il y en a déjà 4, donc il faut préciser les choses. On interdit la fauche en quinconce, sinon on va broyer un certain nombre d'animaux qui ne vont pas pouvoir fuir. On interdit la fauche de nuit et on met des barres d'effarouchement. S'il n'y a pas tout ça, on n'est pas très efficace en fait. Donc attention toujours à, sur le terrain, être un petit peu technique, mais c'est l'essence même de l'agriculture qui est très technique. Ces clauses, c'est toujours des négociations. On ne peut pas imposer ces clauses, sauf éventuellement en conclusion de bail. Mais si on veut les inclure en cours de bail, c'est forcément des négociations. Ça se fait avec toutes les parties. Et aujourd'hui, elles sont assez restreintes et essentiellement réservées à un bailleur public ou une association environnementaliste. Donc, c'est vraiment quelque part restreindre les possibilités d'appliquer des mesures en faveur de l'environnement. En pratique, mais ça, alors là, c'est mon avis, je pense que si on veut vraiment protéger l'environnement, il faut s'affranchir du bail rural. C'est là encore, là, je vais peut-être choquer certaines personnes, mais c'est le cas. Et quitte à accepter finalement une absence de revenus. Parce que les moyens pour s'affranchir du bail rural, il n'y en a pas 36. C'est généralement le plus simple, un prêt de terre. Voilà. Mais à contrario, ça va, contrairement, comment dire, en contradiction finalement avec l'esprit du code, c'est-à-dire en faisant un prêt de terre, un commodat, on va entrer dans une précarité de la relation avec le preneur, ce qui est dommage, parce que c'est quand même son outil de travail. Donc, quelque part, je suis convaincu que l'application efficace de la directive européenne imposera de revoir le code rural, au moins sur ces aspects-là, car il est, pour le coup, assez sclérosant et inadapté. Je voudrais revenir ensuite sur la gestion agricole durable, sur le stockage du carbone. Là aussi, pour tordre le cou à une idée reçue, on parle beaucoup, vous avez sans doute entendu parler du label bas carbone, notamment qui a commencé au niveau forestier,
et qui maintenant se développe au plan agricole. Et tout le monde s'est focalisé tout de suite sur le semi-direct. On s'est dit, donc le semi, en fait, l'absence de charrue, pour faire simple. On s'est dit, ça va permettre de conserver les systèmes racinaires dans les sols, éviter qu'ils soient dégradés de manière aérobie, etc. Erreur. L'INRA vient de réaliser une étude qui montre que le semi-direct, il n'y a pas de différence finalement sur la profondeur nécessaire, exploratoire, j'irais, des racines de maïs, par exemple. Donc 150 mètres, 150 cm, 1,50 m. Ce qui veut dire que l'impact sur le stockage du carbone du semi-direct n'est pas si prégnant que ça, n'est pas si important. Il vaut mieux avoir d'autres modalités qui sont les cultures intermédiaires, l'agroforesterie, là oui, hein, l'agroforesterie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'alternance sur une même parcelle de rangs d'arbres avec de la grande culture. Donc là, c'est beaucoup plus efficace. Donc encore une fois, attention aux idées reçues et quelle pratique pour quel résultat. Est-ce que vraiment on ne devrait pas plutôt s'attacher à autre chose que le stockage de carbone quand on parle d'agriculture durable? Il y a probablement bien plus de choses à faire que uniquement se focaliser sur le carbone. Alors, la directive pose aussi le principe de la neutralité en matière de dégradation des terres. Ça pose quand même question parce qu'elle n'est pas très précise finalement. Alors, Maître Lepage nous a dit qu'on attendait l'acte délégué, donc probablement qu'ils le préciseront, je l'espère. En tout cas, de mon point de vue, la neutralité revêt 4 aspects. Une neutralité fonctionnelle. Ça veut dire, est-ce que le sol est encore fonctionnel pour la biodiversité et pour l'agriculture? Mais ça, pour une fois, là, on va dire, le code fait bien les choses, code rural en l'occurrence, puisque ça a été déjà pensé depuis l'après-guerre, hein, il date de l'après-guerre, le code rural, dans l'article 1511-69, qui prévoit ce qu'on appelle des comptes de sortie de ferme. Ça veut dire qu'au départ du preneur, on va faire une sorte d'état des lieux de la qualité des terres. Voilà. Mais c'est vrai que cette qualité, elle est essentiellement vue sur les amendements, sur la fonctionnalité. Voilà. Donc ça, c'est vu, c'est déjà géré, cette neutralité fonctionnelle. Le but étant, bien sûr, qu'à l'issue du bail, on dépasse même la neutralité, on ait amélioré finalement le sol. La neutralité dans le temps se pose la question des terres utilisées par les industriels. Et même les industriels, et je dirais même tout ce qui a été artificialisé quelque part. Les industriels, donc on pense surtout aux carriers, aux industries de l'environnement, type implantation de décharges, par exemple, où là, on a une activité qui va essayer de restituer, après donc soit l'activité d'extraction, remplissage, soit par l'activité de remplissage par la décharge, de restituer le terrain à l'agriculture. Il y a effectivement certaines pratiques vertueuses. On pourra citer le groupe Bouillet-Leroux, le groupe Charrier, qui sont très attentifs à l'environnement et au cycle, je dirais, des terres, qui sont arrivés, qui ont poussé vraiment la réflexion et la pratique jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire. On a d'autres industriels dans le domaine des déchets aussi qui attachent beaucoup d'importance, comme le groupe Veolia. Mais d'un point de vue agronomique, je reste quand même sceptique parce qu'on a affaire à des terrains remaniés. Hein. À telle enseigne qu'aujourd'hui, ces terrains remaniés rentrent dans les appels d'offres CRE pour la Commission de régulation de l'énergie pour être orientés vers du solaire. Hein. Donc, c'est quand même un signe que l'activité agricole ne pourra pas revenir de manière pleine et entière sur ces terrains. Ça va être difficile de repartir en culture, par exemple. Voilà. Donc, vraiment, cette neutralité dans le temps se pose question. Neutralité spatiale, là je renvoie nos éditeurs au ZAN, au zéro artificialisation nette de la loi climat et résilience, avec un objectif en 2050 de ne plus artificialiser de terre. Là encore, l'enjeu est extrêmement ambitieux. Il commence à s'appliquer de manière très directive par les préfectures qui, lors de la révision des plans locaux d'urbanisme, n'hésite pas à biffer des zones qui sont en 2AU pour les faire revenir en A ou en N. Donc là encore, ça a des impacts très concrets aujourd'hui sur les communes et aussi sur le développement économique. Parce que finalement,
les communautés de communes qui ont la compétence des zones d'activité économique se retrouvent confrontées à ne plus pouvoir ouvrir aussi facilement qu'avant des zones d'activité économique. Donc la consommation foncière commence à baisser. Donc déjà, ce principe de neutralité, avec à l'horizon 2050 finalement une neutralité et une absence d'anthropisation nette, est une réalité déjà aujourd'hui et est en œuvre. Enfin, se pose la question de la neutralité sanitaire. Donc Maître Lepage a parlé de la directive sol, je pense qu'il va le préciser. Autrefois, la neutralité sanitaire des sols, c'était essentiellement a-t-on amendé la terre, a-t-on curé les fossés. Voilà. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. Aujourd'hui, déjà, la réglementation européenne commence à les cibler vers la matière organique, la toxicité et la biodiversité du sol. La matière organique, beaucoup de sols aujourd'hui sont en limite de fertilité. On est à peu près autour de 1% de matière organique stable dans les sols. Attention, c'est la matière organique stable qu'on prend en compte, qui fait que ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, c'est-à-dire les agrégats du sol qui permettent les échanges de nutriments avec la plante, commencent à être déstructurés. Donc ça pose quand même ces problèmes-là. D'où l'importance de le surveiller et d'essayer d'y remédier. Alors, il y a des solutions, évidemment, techniques, mais qui sont largement sous-employées aujourd'hui. La biodiversité du sol également est très importante. Elle peut être favorisée, là pour le coup, avec des pratiques de travail simplifié du sol, comme on a vu. Elle est là encore souvent sous-évaluée. On se contente d'analyser la biodiversité bactérienne, alors c'est déjà pas mal, ou alors bactérienne ou micellaire, mais c'est quand même sous-évalué quand on pense à tous les insectes et arachnides qu'il y a dans le sol, et également les lombriques, etc. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour bien arriver à doser la biodiversité du sol. Ça veut dire, le message que je veux transmettre aujourd'hui, c'est que peut-être que pour une fois, la législation risque d'être en avance sur la technique. On va vouloir fixer des critères sans forcément avoir une facilité technique pour les contrôler et les mesurer. Enfin, la toxicité. Alors là encore, je vais revenir, vous allez dire que j'insiste, mais c'est la réalité, sur l'agriculture biologique. La toxicité du sol, aujourd'hui, des sols sont devenus toxiques. Ils sont devenus toxiques pour les organismes et toxiques pour les plantes. Comment? Parce qu'on n'arrête pas de mettre des produits phytosanitaires dits d'ailleurs naturels, qui ne le sont pas, je pense directement au cuivre et la bouillie bordelaise, qui posent des problèmes. Alors ces trois critères, ils sont vraiment ils ont le vent en poupe, puisqu'ils sont promus par la directive l'Europe actuellement. Et il y a déjà des startups qui se mettent sur les notations de la qualité sanitaire des terres. Vous pourrez aller voir notamment la startup Genesis sur Internet, qui a développé une méthode scientifique pour pouvoir scorer la qualité des terres. Donc, très clairement, c'est un sujet d'avenir. Et maintenant, lorsqu'on veut investir dans l'achat de terres, lorsqu'on veut investir en matière agricole, il ne faut pas seulement se contenter finalement de la pratique agricole, il faut aussi la surveiller quelque part, surveiller ses conséquences sur le sol et via donc des outils de scoring. Je voudrais poursuivre avec encore un petit pavé dans la mare. C'est l'utopie que promeut la directive en faisant finalement la promotion de l'assainissement des sites contaminés pour les remettre en agricole. Là encore, c'est un peu comme pour la neutralité spatiale, temporelle, pardon. Tout terrain remanié ou altéré aura beaucoup de difficultés à revenir agricole. La nature est résiliente, mais en matière agricole, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on attend de la terre finalement un rendement. Donc ce report finalement de la consommation d'espaces agricoles vers les friches industrielles, aujourd'hui, avec les outils actuels, il y a assez peu de chances que ça se fasse. Pourquoi? Ça va être très simple, vous allez vite comprendre. Une dépollution d'un site pollué, c'est plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros par hectare. Et encore, je suis probablement gentil, on peut peut-être penser à parler
en fonction de la pollution, à plusieurs centaines de milliers d'euros par hectare. Donc c'est largement beaucoup plus coûteux finalement que d'acquérir encore de la surface agricole et de faire construire dessus sur un terrain vierge. Alors, et c'est là où on va commencer à introduire le coup d'après. Le coup d'après, c'est quoi? Le coup d'après, après cette directive, après ces réflexions, c'est de commencer à financiariser finalement, à valoriser économiquement la biodiversité. Parce que si on arrivait à donner un chiffre au service écosystémique plutôt que la biodiversité d'une prairie, par exemple, destinée à l'urbanisation, et qu'on se rendait compte que ce coût, que cette valeur était équivalente, voire supérieure, à une friche à dépolluer, à ce moment-là, tout deviendrait possible. Et on arriverait à tenir les engagements, enfin les souhaits européens. Alors, posons-nous cette question, va-t-on vers une valorisation des services écosystémiques? Alors, clairement, oui. On a cette activité est poussée par l'Union européenne, on a des volontés de valorisation publiques, l'INRA est de planche dessus via plusieurs thèses de chiffres. On a la plateforme du ministère EFES, que je vous conseille d'aller voir. On a des travaux faits par l'Union européenne, l'inverdissement de la PAC. Je vous rappelle tout de même que les mesures agroécologiques et climatiques, la MAEC, que vous connaissez peut-être, qui sont des contrats passés par les agriculteurs volontaires auprès de la PAC pour toucher les subventions, visent justement quelque part à donner une valeur à des services écosystémiques, puisque ce sont des contrats qui sont conclus en contrepartie du respect d'actions en faveur de l'environnement. Voilà. On a des valorisations aussi privées. L'ordre des experts comptables s'y est mis, l'ordre des experts fonciers dont je fais partie s'y met, et je vais vous en parler. On a aussi des volontés de comptabilité en triple capital. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce terme-là, la comptabilité monocapital, je dirais, vous la connaissez tous, c'est la comptabilité habituelle, hein, un bilan financier. Et les deux autres capitaux dont il s'agit, c'est le capital social et le capital environnemental. Ça veut dire qu'une entreprise, je prends par exemple un ébéniste ou un menuisier, il va consommer du bois pour son activité, il va donc avoir un bilan négatif. Qu'est-ce qu'il fait pour rendre ce bilan équilibré? Eh bien, on va pouvoir chiffrer cela. C'est ça la comptabilité en triple capital expliquée très rapidement. On recherche aussi maintenant, et c'est depuis la directive de l'AMF, c'est de plus en plus prégnant, une recherche d'action RSE sans greenwashing. Et quelque part, la taxonomie verte est l'application et le renforcement de ce souhait-là. Alors aujourd'hui, cette valorisation des services écosystémiques, vous en avez entendu parler sans le savoir, puisque c'est vraiment la valorisation carbone. Hein, la tonne carbone de CO2 a une valeur depuis déjà de nombreuses années, et il y a de nombreuses méthodes qui ont été mises en place, dont celle de l'ADEME. Cette valorisation, finalement, ce stockage carbone, cette valorisation de carbone, c'est la valorisation d'un service écosystémique, celui du stockage carbone. Mais il y en a plein d'autres. C'est qu'une toute petite partie de l'ensemble des services écosystémiques. Comment les prendre tous en compte? Une méthode est en train de remédier à cela par les experts fonciers pour essayer non pas de valoriser un service, comme le carbone, comme l'épuration en eau, comme la valeur du paysage, mais plutôt de raisonner de manière pragmatique par écosystème. Et qui plus est, écosystème agricole ou forestier. Parce que l'intérêt, c'est bien ça. Quand on est en zone rurale, on tombe sur un champ, on tombe sur une forêt, mais on ne tombe pas sur un bout de système écosystémique. Voilà. Alors, comment ça procède? Alors, bien sûr, sur ce webinaire, je ne vais pas avoir le temps de tout vous préciser, donc je vais très rapidement passer sur le fonctionnement global. On va délimiter la zone d'étude. C'est exactement ce que je vous disais. On va s'intéresser à un champ, mais un champ, il s'arrête tout. Parce qu'en fonction de l'étendue de ce qu'on considère, on va plus ou moins prendre le service écosystémique. Donc, on va prendre par exemple, pour l'exemple que je vous montrerai tout à l'heure, une prairie entourée de haies. Point. Voilà. Sur, mettons, 3 parcelles cadastrales. Voilà. C'est défini clairement. On va sur cette zone, cet îlot, déterminer quel type de service écosystémique majeur on va prendre en compte. Donc,
exemple, la haie, ça va être effectivement stockage du carbone, très bien, mais service aussi de production. Elle va peut-être produire, peut-être qu'il y a des fruits à l'intérieur sur cette haie parce qu'il y a des pruneliers, par exemple. Elle a peut-être un fossé, donc elle va avoir un rôle dans la filtration de l'eau, dans la régulation de l'eau. La parcelle elle-même peut-être est une zone humide, donc elle va avoir un intérêt dans le rôle tampon des crues, etc., etc., etc. On va évaluer annuellement combien vaut ces services. Comment fait-on? Il y a depuis maintenant la valorisation des services écosystémiques. Ça fait maintenant près de 15 ans que les scientifiques planchent dessus. Et donc, on a déjà des bases de données qui permettent d'évaluer à peu près combien pour évaluer en services rendus, en euros, chacun de ces services à leur niveau optimum. Et donc ensuite, on va placer le site par rapport à ce niveau optimum et valoriser de manière globale, non plus annuelle, mais de manière globale. Et comment fait-on? Eh bien, par des méthodes expertales qui sont des méthodes de capitalisation, soit financières, soit par le rendement. Voilà. Et bien sûr, on valorise en fonction du contexte. Et c'est là où tout va être vraiment important. Alors, pour que vous compreniez un peu mieux, je ne sais pas si on voit ma souris. Ce n'est pas sûr, tant pis. Donc, sur l'exemple d'une prairie naturelle avec haie, eh ben, admettons que là, vous avez les optimums de divers services écosystémiques parmi les plus simples, on va dire. Et on va placer, en fonction de ce qu'on va constater, la prairie naturelle au niveau, pour chacun de ces services, à quel niveau elle se situe. Si on a une haie assez ancienne, on va se trouver plutôt en haut de la courbe. Si on a une prairie qui vient juste d'être implantée, on va être plutôt au début de la courbe, etc., etc. Pour vous donner quelques notions de valorisation. Une prairie, notre fameuse prairie, là, sans action particulière, bon, eh ben à peu près 10% de sa valeur moyenne peut être affectée à des services directement rendus par la nature à l'homme, sur un hectare par hectare. Voilà. Alors, la valeur moyenne d'une prairie en France, vous allez me dire, il exagère, 3800 euros par hectare. Non, c'est vraiment la valeur moyenne. On a, prenez les pays de la Loire, on peut très bien tomber autour de 1000 euros par hectare et bien plus dans d'autres secteurs. C'est vraiment des valeurs moyennes. Dès lors où on va commencer à passer en biodynamie, vous voyez bien, je peux parler d'agriculture biologique, je vais parler de biodynamie, qui est quelque chose encore supérieur à l'agriculture biologique. On va densifier la haie, etc., etc. Donc, on va avoir des actions en faveur qui pourraient très bien s'inclure d'ailleurs dans des clauses environnementales de bail rural. On va doubler cette valeur. Mais on est encore inférieur à la valeur vénale. Pour vraiment arriver à la même équivalence, il faut pouvoir garantir ces actions dans la durée. Et pour les garantir dans la durée, il y a des possibilités qui existent, petites idées légales. Là, je cite une ORE, une obligation réelle environnementale. Il y a d'autres solutions qui permettent que le propriétaire et l'exploitant s'engagent à respecter, là pour le coup, de manière encore plus forte que des clauses environnementales dans les baux ruraux, des actions en faveur de l'environnement. Et puis alors, et on va y revenir donc finalement à ce qu'on disait tout à l'heure, si jamais on détruit tout, si jamais on passe un coup de bitume, un coup de bulle, un coup de bitume sur la parcelle, donc elle va perdre l'intégralité de ses services écosystémiques. Et bien la méthode permet de les chiffrer. Et encore là, et je suis encore partiel quand j'avance cette valeur-là, parce que je le redis, on ne prend en compte que les services écosystémiques directement rendus par la nature à l'homme, il y en a encore plein d'autres. Et ben on arrive à près de 8 euros le mètre carré. Ça veut dire qu'on arrive à une valeur, et là je parle bien en mètre carré, ça veut dire qu'on arrive à une valeur qui peut commencer à être comparable, voire dépasser le prix d'un terrain en 2 AU à construire, tel qu'une collectivité pourrait l'acquérir pour faire un lotissement. Et ça devient vraiment intéressant, parce que finalement, en faisant ça, on va commencer à doubler la valeur de ce fameux terrain qui va être artificialisé. Et donc, se posera la question de peut-être d'aller voir ailleurs et peut-être sur un terrain à renaturer. Mais là, on en est encore bien loin, vous l'avez compris, c'est vraiment que le début. Pour terminer avec cette notion de valorisation, je pense que vous avez compris que ce qui donne la valeur aussi à la bonne gestion des terres, telle que pourrait le comprendre la directive, c'est
non seulement engager des bonnes gestions, mais les garantir sur le long terme. C'est ce qui va donner cette valeur. Et si on y arrive par le bail rural, tant mieux. Je n'en suis pas totalement convaincu. Il y a certaines méthodes qui peuvent encore permettre d'avoir cette garantie, et ça ne pourra être possible que par un engagement des parties de manière forte, voire une perte de revenus des bailleurs s'ils l'acceptent. Enfin, et j'en aurai terminé après, je voudrais alerter sur deux choses de cette directive, de la mise en œuvre de cette directive. Pour moi, elle comprend en germe son inefficacité. Elle a été définie de manière assez volontariste, et derrière, il y a toujours la petite phrase qui fait que c'est pas si efficace. Mais surtout, il faut que chacun des intervenants et des personnes qui souhaitent que leur activité économique puisse être considérée comme favorable à la biodiversité et à l'environnement se pose la question des actions et du bénéfice de ces actions qu'ils vont entreprendre. Pour cela, il y a une méthode qui s'appelle les 4D, qui permettent de sélectionner les actions réellement bénéfiques au plan de l'environnement. Ça peut d'ailleurs être appliqué pour tout ce qui concerne la RSE, hein, la responsabilité sociétale des entreprises. Aujourd'hui, on pense, tiens, je vais mettre une ruche, tiens, je vais mettre un hôtel à insectes, tiens, une prairie fleurie, tiens, un potager communautaire, et que sais-je encore. Attention, il y a beaucoup de com, et tout n'est pas ou ne sera pas éligible. D'accord ? Il faut se projeter toujours dans un objectif qui est de dire que ces directives, finalement, va commencer à la financiarisation de la biodiversité. Donc, qui dit financiarisation dit critères de santé, je dirais presque, qu'on pourrait appliquer finalement à des produits financiers. Et ces 4D, vous allez voir, on peut faire un parallèle avec un produit financier sûr, quelque part. Pour qu'une action en faveur de la biodiversité soit réellement favorable, il faut d'abord qu'il y ait une action directe. Il ne faut pas que ce soit d'aide indirecte ou un contre-coup. De la même manière, si on fait parallèle avec un placement financier, on peut penser au subprime, où on était par essence extrêmement indirect. Voilà, là, typiquement, si je prends la ruche, c'est une action indirecte à la biodiversité. Qui plus est d'ailleurs, là encore, je vais encore tendre le cou à une idée reçue, la ruche n'apporte pas de biodiversité, c'est une espèce qui est, je vais dire cultivée, mais qui est domestique. Hein. Apis mellifera, c'est une espèce, et pas plusieurs, il n'y a pas de diversité biologique. Et les apiculteurs sont des agriculteurs gérés par la direction des services vétérinaires au même titre que les bovins. Donc là, attention, il faut une diversification, deuxième D. Hein, on est bien en biodiversité. Je pense aux toitures végétalisées. Oh super, j'ai une toiture végétalisée, c'est super, je respecte la biodiversité. Non, pas forcément. Souvent, elles sont faites à base d'orpin bâtard, hein, qui est une espèce crassulescente, qui est voire même classée envahissante et qui est extrêmement pauvre en biodiversité. Une toiture végétalisée à base d'étages, hein, avec au moins herbacée arbustive, qui est beaucoup plus coûteuse, évidemment. Ah bah oui. Et bien là, effectivement, on a quelque chose d'extrêmement positif. Ensuite, le troisième D, c'est la durabilité dans le temps. Combien on voit encore de mesures soi-disant de biodiversité qui l'année suivante disparaissent. Je pense certes encore une fois à la ruche qui sont des locations, mais aussi les prairies annuelles. Une prairie fleurie annuelle, la fois suivante, elle disparaît. C'est vraiment pire. On ouvre le robinet pour aider la biodiversité et on le referme aussitôt. Quel dommage. C'est plus nocif qu'autre chose. Donc, il faut vraiment une durabilité. Planter une haie, OK. Et enfin, il faut que le développement soit mesurable. Là, ça reprend directement l'esprit de la loi du 8 août 2016 qui a renforcé le principe qu'a rappelé Maître Lepage tout à l'heure, éviter, réduire, compenser, où l'objectif est d'avoir un gain net de biodiversité dès lors qu'on entreprend quelque chose. Et ce gain net, il doit être mesurable. Et pour cela, il faut analyser qu'est-ce qui va croître. La biodiversité, ok, très bien. Donc, ça veut dire que je vais augmenter en espèces végétales, je vais augmenter en espèces animales, ou je vais augmenter tout simplement ce que j'ai planté va croître. Voilà. Là, oui, avec ces 4D, on est sûr de ne pas faire finalement, de ne pas jeter son argent par les fenêtres, hein, de faire une action réellement bénéfique à l'environnement et à la biodiversité. Enfin, et j'en aurai terminé,
finalement, la directive, elle prévoit, si on reprend son terme, que la facilitation d'une action en faveur de l'environnement permet à l'activité économique de répondre à l'impératif de contribution substantielle. Donc là, on a presque un antagonisme. Juste faciliter, comment ça peut être substantiel? Vraiment, c'est un vrai amoindrissement de la portée de l'engagement. Je vous donne un exemple. J'en ai mis deux, je m'arrêterai sur un seul. Vous avez choisi d'aider un agriculteur pour qu'il s'équipe d'un semoir à disque qui permet comme ça un semis direct pour favoriser, alors non pas le stockage du carbone, je pense que vous avez compris, mais plutôt la biodiversité du sol. C'est quoi une subvention? Est-ce que si vous lui donnez 1 000 € alors que d'occasion ça vaut 15 000, est-ce que ça suffit? Voilà, vraiment, c'est dommage qu'il y ait ce flou finalement qui a été intégré dans la directive, parce que je pense que l'esprit en est tout à fait positif. En clair et en conclusion, de mon point de vue, si on veut appliquer la directive au monde agricole, ça nécessite de revoir légèrement, pas en profondeur, mais légèrement le statut du fermage, pour ouvrir les possibilités, au moins aux clauses environnementales, c'est-à-dire arrêter de les limiter. Voilà. De penser en termes d'habitat surtout, et non seulement de biodiversité ou de services écosystémiques. Je reprends par exemple la ruche, tiens, tenez, allez. Eh ben, si on couple la ruche avec des plantations pérennes de mellifères et nectarifères, oui, on a pensé habitat, on a donné le gîte et le couvert. Là, tout de suite, c'est positif, beaucoup plus positif. Enfin, il faudrait supprimer la notion de facilitation. Je trouve vraiment ça extrêmement dommage. Et rénover le label bio en vraiment supprimant la limitation, supprimant ou limitant les pesticides qui sont systémiques, voilà, comme les pyrétrines et l'azadiraquine. Je vous remercie beaucoup. Merci Jérôme, c'était extrêmement concret, intéressant et le reste de nos participants sont restés durant toute cette intervention, c'est donc qu'ils étaient passionnés. Margot, avez-vous des questions? Alors oui, on a une question. Si l'agriculture biologique n'est pas un gage de qualité, ne faudrait-il pas mettre en place un nouveau label répondant à des contraintes plus strictes? Eh ben, oui, tout à fait. C'était quelque part un peu ma conclusion. Je pense qu'aujourd'hui, le bio, alors c'est très bien qu'il soit favorisé parce que c'est toujours mieux, hein, mais il y aurait sans doute un principe de proximité, hein, qui n'existe pas dans le bio. Est-ce que vraiment le bio qui vient d'Amérique du Sud ou que sais-je encore, qui a parcouru 3 fois le tour de la Terre, est-ce que vraiment c'est du bio? Tel que le consommateur d'ailleurs le considère, parce que je pense qu'il y a une discordance entre ce que s'imagine le consommateur et la réalité du bio. Hein. Et oui, tout à fait. Je pense qu'on pourrait avoir un bio plus qui serait un peu plus durable, un peu plus de proximité. Et il ne suffirait pas de grand-chose. Il faudrait me supprimer ces pyrétrines, me supprimer, à chaque fois que j'ai du mal à le prononcer, l'azadiractine, qui est un autre pesticide, et garder vraiment un principe de proximité, mettons à 200 km du lieu de production. Tout à fait, je partage ce point de vue, oui. Il y a d'autres questions? Non, nous n'avons pas d'autres questions. Bon, écoutez, je vous remercie pour ce webinaire qui était extrêmement riche et passionnant. Merci à Jérôme Baptiste. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le dernier des objectifs environnementaux que nous analyserons, celui de l'eau, des milieux aquatiques et des océans. Je vous rappelle que notre webinaire est susceptible d'être vu en replay sur notre chaîne YouTube. Et bien entendu, le texte de Jérôme Baptiste et le mien sont téléchargeables pour ceux qui le souhaiteraient. Très bon appétit et très belle journée. Merci. Merci.